Vous êtes l'auteur d'une biographie et d'un documentaire sur Brian Mulroney, mais vous avez également été journaliste à l'époque où Mulroney était premier ministre. Parlez-nous de sa relation avec les journalistes. C'était une relation amour-haine, comme ont beaucoup de politiciens avec les médias. Dans le cas de M. Mulroney, disons que la relation était plutôt amicale avec les journalistes francophones du Québec et plutôt conflictuelle avec les journalistes du reste du Canada. Il aimait même dire que si un jour il marchait sur le lac Ontario, la presse anglophone de Toronto dirait qu'il ne sait pas nager. On reconnaît son sens de l'humour. Dans votre biographie, L'homme des beaux risques, vous constatez jusqu'à quel point le thème de la réconciliation nationale est central à sa vie. Ça remontait même à son adolescence. Et même à son enfance, je vous dirais, c'est un anglophone catholique dans une ville, Bécomo, majoritairement francophone. Alors lui va à l'école en français, il va à l'église en français et il sert de trait d'union entre les francophones et ses parents qui sont anglophones et qui parlent à peu près pas français. Donc très tôt, il a été un pont entre les deux cultures. Mais c'est vrai que quand il est allé à l'université Saint-François-Xavier en Nouvelle-Écosse, son mémoire de fin d'études portait sur la place du Québec dans le Canada. C'est quand même particulier. Et il disait, les Canadiens français sont différents du reste des Canadiens, mais pas de manière irréconciliable. Vous voyez la réconciliation nationale, là? Déjà, ça se trouvait dans un truc qu'il a écrit à 19 ans. Tellement que, évidemment, l'échec de l'accord du lac Meech a été brutal pour lui. Jusqu'à quel point ça a été difficile? Ben, son épouse considère qu'il a fait une dépression après l'échec du lac Meech en 1990. Lui dit que ça a été le moment le plus difficile de sa vie, et pas juste en politique, de sa vie en entier. Il avait tellement mis de cœur depuis le début. Son objectif, c'était de réconcilier Québec avec le reste du Canada. Le Québec qui avait été exclu de la Constitution en 1982. Lui disait, à la table familiale, il y a un enfant qui n'est pas là. C'est le Québec. Et c'est pour lui, c'était une priorité, la priorité des priorités, que de régler ça. Dans votre documentaire, il dit d'ailleurs, j'étais complètement matraqué. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est une scène presque de film. Le soir de la défaite de l'accord du lac Meech, il rentre au 24 Sussex, il y a une panne de courant. Les fenêtres sont toutes ouvertes parce qu'il fait extrêmement chaud. Les rideaux volent dans les airs. C'est comme un film d'épouvante. Si on voudrait en faire un film, là, ce serait une scène centrale parce que tout allait mal à ce moment-là. Vous parlez de son épouse. Ce qui m'a marqué pendant les célébrations hommage à M. Mulroney, c'est combien la famille est tricotée, serrée, combien c'était un homme de famille. Vous avez été même de constater ça également? Oui, le 24 Sussex, c'était un lieu de travail pour lui. Il invitait les chefs d'État étrangers à venir au 24 Sussex. Les enfants rentraient de l'école, il les faisait rentrer, il les faisait parler de sa journée devant Reagan ou Mitterrand. Les enfants étaient impliqués. Pendant les campagnes électorales, tout le monde était sur l'autobus. C'était vraiment un clan serré. Et si vous aviez demandé à M. Mulroney de quoi il est le plus fier, son plus grand accomplissement dans sa vie, il vous dirait sa famille. Voilà. Quelles étaient la nature de vos relations après la politique? Est-ce que vous étiez resté en contact avec lui? Pas vraiment. Non. Lui, il est allé en affaires. Moi, j'étais journaliste à l'étranger, etc. Donc, on ne s'est pas vraiment retrouvés. Mais donc, 30 ans après son élection, l'élection de 1984, je me disais qu'il fallait faire une série documentaire sur lui. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises pour la série documentaire. Puis par la suite, souvent, il m'appelait pour me confier des petits secrets, pour me partager son avis sur ce qui se passait dans la scène publique. Vous savez que pour lui, le téléphone était un mode de vie. Effectivement. Ouais. Guy Gendron, merci beaucoup. Je vous en prie.